Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le Sénégal qui doit raffiner son or. C'est une invite du chef de l'État aux compagnies qui s'activent dans le secteur. Macky Sall a présidé ce matin l'ouverture du Salon international des mines. Le Sénégal et la France main dans la main pour faire face à la cybercriminalité. Dakar a abrité ce matin le lancement d'une école nationale de cybersécurité en présence de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France. La Chine, plus que jamais investie dans le football sénégalais. Le géant asiatique va mettre 40 milliards de francs CFA sur la table pour la rénovation des stades Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye, Eliman El Fall et Alioune Soutouré Diatta. Et puis le comeback de Touré Kunda, le mythique groupe marque son retour devant de la scène avec un nouvel album intitulé Lambigolo. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal doit pouvoir raffiner son or. C'est la conviction du président de la République Macky Sall qui invite ainsi les compagnies à réfléchir sur cette perspective. Le chef de l'État a présidé ce matin l'ouverture du Salon international des mines prévu du 6 au 8 novembre au King Fahd Palace. Le thème de l'événement, géologie et mines, facteur de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Pape Sangone Mbaye. Je disais tantôt à Madame le ministre, il faut oser découvrir les nouvelles frontières. Le chef de l'État s'adresse ainsi à son ministre des Mines et de la Géologie. Macky Sall veut que le raffinage de l'or se fasse désormais au Sénégal. La Suisse gère jusque-là une large proportion de l'or extrait dans le pays, environ 95%. il faut réfléchir ensemble. Et là, j'interpelle les compagnies sur la possibilité de faire le raffinage ici, à partir du moment où les conditions sont réunies. Vous avez une masse critique de compagnies, vous avez une masse critique vous avez une production assez satisfaisante et nous pouvons jouer également ce rôle, au moins dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut réfléchir sérieusement sur cette perspective du raffinage d'or au Sénégal et sur l'approvisionnement du marché local pour les bijoutiers et autres joailliers sénégalais qui doivent aussi pouvoir s'approvisionner sur l'or du Sénégal. Évidemment, nous verrons les questions fiscales afin de rendre cela possible. Le Salon international, une plateforme d'échange et de réflexion, occasion aussi pour le président Sall de réaffirmer sa volonté de faire dans la transparence concernant la gestion de nos ressources naturelles, publication de contrats, entre autres données. La publication régulière de ces données devrait permettre de renforcer la maîtrise de l'information par les citoyens, d'améliorer leur compréhension du secteur extractif ainsi que leur connaissance sur le niveau de contribution de ce secteur au développement économique et social du pays. Plusieurs exposants ont fait le déplacement géologie et mines, facteurs de progrès et d'emploi pour l'émergence, thème de cette 5e édition. Une innovation également. Ce rendez-vous a réuni des start-up, élèves, ingénieurs et étudiants sur cette réflexion mines et géologie à l'ère du digital. Pour le chef de l'État, il est temps de disposer d'un cadastre minier numérique. La cybercriminalité, on en parle, un phénomène qui inquiète les autorités. D'après le ministre de l'Intérieur, plusieurs arrestations ont été faites suite à l'installation d'une plateforme de lutte contre la cybercriminalité en 2017. Aly Ngouille Ndiaye n'a pas manqué de souligner les réalisations accomplies grâce au concours de la France. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Koumba Amatlo et Amadouba. Le Sénégal, en partenariat avec la France, souhaite relever le défi de la cybercriminalité, un fléau qui peut gangréner le pays. Aujourd'hui, nous sommes très exposés à tous ces risques-là dont on a parlé. Et nous, ça veut dire nous, personnes physiques, également les personnes morales, notamment le système bancaire, les entreprises. Donc nous travaillons tous aujourd'hui sur des données qui méritent davantage d'être protégées. Une plateforme créée depuis 2017 et qui constitue une arme efficace contre la cybercriminalité. Nous avons quand même eu des résultats très encourageants. D'abord, c'est un dispositif qui commence à être connu du public. Cette division de la
cybercriminalité qui aujourd'hui a enregistré en l'espace d'une année plus de 1000 plaintes donc, et qui ont déjà eu comme résultat à peu près 125 personnes qui ont été déférées. Lutter contre la cybercriminalité est un devoir pour le continent africain qui, sans nul doute, est le plus exposé. Il y a une grande fragilité au numérique et au risque de menaces cyber dans ce pays, et même plus globalement en Afrique. Et donc il fallait une coopération très forte. Nous l'avons mise en place depuis maintenant 1 an et je suis heureux de constater l'efficacité du dispositif qui a été mis en place ici. Le manque de protection numérique en Afrique engendre la prolifération de la cybercriminalité, une menace pour la sécurité, la croissance et la stabilité de l'Afrique. Koumba Amatlo, le lancement de l'École nationale de cybersécurité s'est tenu ce mardi à Dakar. De hauts fonctionnaires et décideurs africains seront formés et les sessions de formation vont démarrer en 2019. Plus de détails dans cet élément signé Cheikh Diop et Yafaraba. Désormais, une école consacrée à la formation dans le domaine de la cybersécurité est mise en place. Objectif, faire face aux menaces exercées sur la démocratie, le développement économique et social à travers l'usage malveillant des outils numériques. Ce constat pose le besoin pressant de repenser nos systèmes de sécurité à l'aune des menaces qu'elles représentent en vue de renforcer leur résilience. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal s'est doté d'un cadre juridique et institutionnel en vue de faire face à ces menaces d'un type nouveau. Et fort de ces constats, vous avez pris une décision majeure, celle de créer la première école nationale de cybersécurité à vocation régionale, qui est également le premier centre international de formation cyber en Afrique. Des formations au profit de hauts fonctionnaires et décideurs africains. Cette école permettra à nous de faire face aux attaques en provenance du cyberespace qui revêtent les formes les plus variées et ciblent tous les paramètres de la sécurité de l'information. Elle intervient essentiellement dans les domaines suivants: la sécurité informatique, la cybercriminalité, le renseignement numérique et la cybergouvernance. Pour mettre fin aux menaces technologiques visant les réseaux d'information à des fins terroristes, la France compte accompagner le Sénégal. Et la France apportera son soutien à ce département qui offrira, cela nous a été rappelé tout à l'heure, des formations professionnelles internationales destinées aux décideurs, aux techniciens de la cybersécurité. L'École nationale de cybersécurité à vocation régionale est provisoirement accueillie sur le site de l'École nationale d'administration du Sénégal et doit démarrer ses sessions de formation en 2019. Cheikh Diop, comment relancer le développement dans les zones d'insécurité? Une question qui fait l'objet d'un débat au Forum sur la paix et la sécurité qui s'est ouvert ce lundi à Dakar. Aïssatou Paye et Youssou Baro ont assisté aux échanges. Pour la 5e édition du Forum de Dakar, l'accent a été mis sur le continuum entre sécurité et développement. Dans ce cadre, la ministre des Armées appelle les Africains à s'approprier le maintien de la paix dans leur pays. Nous avons pu échanger sur la nécessité pour l'Afrique d'être pleinement responsable de la paix en Afrique. Il y a 1 an, nous avions beaucoup insisté sur le fait qu'une initiative tout à fait remarquable avait été prise, notamment par les pays du G5 Sahel, pour que ceux-ci prennent en charge eux-mêmes leur sécurité. Eh bien, cette année, nous avons insisté sur le fait que c'était la paix qui devait être également la responsabilité des Africains et qu'il fallait donc que tous ceux qui sont responsables, les militaires, les forces de sécurité, de la sécurisation de ces zones qui sont frappées par le terrorisme, eh bien, puissent également travailler du mieux possible avec tous les acteurs du développement pour rétablir des conditions de vie et d'existence pour les populations qui sont les premières victimes du terrorisme. Par ailleurs, l'appui de la France en tant que partenaire dans la lutte contre le terrorisme existe toujours.
y a bien entendu l'appui que nous apportons aux forces armées des pays, notamment du G5 Sahel, puisque nous parlons de lutte contre le terrorisme. Il y a les actions que la France mène pour pouvoir faciliter la montée en puissance de ces initiatives qui sont prises de façon très courageuse par les pays du G5 Sahel, qu'il s'agisse de la force conjointe dans le domaine de la sécurité, mais aussi de l'Alliance pour le Sahel. Donc nous avons contribué et le président Macron a été l'un des premiers artisans de cette action de collecte de fonds pour équiper cette force conjointe. Puis bien entendu, la France est présente aux côtés de la MINUSMA, elle est présente aux côtés d'autres organisations. Se termine ce soir le 5e forum de Dakar, où plusieurs pays africains se sont donné rendez-vous afin de voir comment relancer le développement malgré l'insécurité. Et cette paix, nous allons à présent dans le sud du pays avec les derniers événements survenus en Casamance, braquage sur la RN4, prise d'otage, disparition de 4 exploitants forestiers, entre autres, ne peuvent en aucun cas entamer le processus de paix en cours dans cette région. Bien au contraire, c'est du moins l'analyse faite par des intellectuels de la région. Mieux, la société civile fait même une proposition concrète à l'État du Sénégal en vue d'un retour définitif à la paix. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Grâce à la longue accalmie notée en Casamance, les investisseurs avaient fini par reprendre confiance. Ça a commencé à rassurer en fait un certain nombre de partenaires techniques et financiers qui ont investi de façon assez significative. Mais à la question de savoir si les derniers incidents survenus dans le sud du pays n'entamaient pas cette accalmie, la réponse est sans appel. Simplement, il n'y a pas encore d'accord de paix. Et les gens n'ont pas encore déposé les armes. Mais ce qui nous réconforte par ailleurs, c'est que ces événements ne sont pas forcément liés directement au conflit casamancé, liés directement au processus de paix. Moi, j'ai l'habitude de qualifier des actes comme ça comme étant des soubresauts qui accompagnent les périodes post-conflit. C'est vrai que la fin de la violence ne se décrète pas. C'est un processus qui est là. Et ce processus va se poursuivre malgré véritablement, quelquefois, de petites perturbations. Encore que Salif Sadio s'est dit disposé à négocier, mais une disposition soumise à condition. La volonté de paix, elle est partagée par tous les Casamancés, j'allais même dire par tous les Sénégalais, y compris Salif Sadio. Parce que la paix, le processus, il est irréversible. Donc, que Salif s'inscrive dans cette dynamique de négociation et de dialogue, ce n'est pas une surprise. Maintenant, que Salif choisisse les gens qui doivent négocier avec le MFDC, je pense que ce n'est pas de son ressort. Parce que l'État ne demandera jamais à Salif les gens qui vont négocier avec lui. En lieu et place de la proposition de Salif Sadio, la société civile préconise. Notre recommandation par rapport à cette situation-là, c'est peut-être d'amener l'État du Sénégal à formaliser le cessez-le-feu qui existe de fait. Parce que quoi qu'on dise, depuis 2012, il y a un cessez-le-feu de fait, mais un cessez-le-feu non formalisé. Pour qu'au moins sur cette question-là, qu'il y ait une entente, qu'il y ait un consensus. Par la suite, maintenant, ils peuvent voir les modalités en fait, de cantonnement et de prise en charge. Le temps de mettre en place une équipe de médiation qui pourra en fait, accompagner le processus de négociation pour à terme arriver à la table de négociation. C'est dire que de la société civile de Casamance peuvent jaillir des propositions concrètes en vue d'une paix définitive dans le sud du pays. Un mot de justice à présent avec le délibéré sur l'affaire des médicaments de Touba Belel attendu ce mardi au tribunal de grande instance de Diourbel a été reporté au 4 décembre 2018. Maître Abdoulaye Babou, avocat de l'ordre des pharmaciens, pense que c'est une procédure normale, non sans écarter la possibilité d'avoir des éléments nouveaux dans ce dossier. Maître Abdoulaye Babou, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Babacar Diouf. Le délibéré était prévu pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, on s'attendait à ce que le jugement soit rendu sur cette affaire. Effectivement, l'affaire a été prorogée jusqu'au 4 décembre. C'est que quand le tribunal n'a pas fini de rédiger son jugement, la loi lui permet de renvoyer le délibéré comme on le dit.
le temps de pouvoir étudier tous les aspects de la procédure. Il faut rappeler que dans ce dossier, les exceptions avaient été rejetées. Ah non, les éléments nouveaux n'entrent pas en jeu. À partir du moment où l'affaire a été plaidée, quand on met en délibéré, ça veut dire que les débats sont clos. La clôture des débats, cela veut dire qu'on ne peut plus rajouter une pièce, on ne peut plus rajouter des paroles, des écritures, sauf autorisation du tribunal. Et s'il y avait cette autorisation de faire ce qu'on appelle une note en cours de délibéré, ce qui est possible, eh bien nous, la partie civile, nous aurions reçu copie de cette note. Or, nous n'avons pas reçu copie de cette note. Éducation à présent avec le QSEMS qui remobilise ses troupes pour pousser le gouvernement à respecter les accords signés au mois d'avril dernier. Les enseignants dénoncent les lenteurs dans l'application. Le cadre unitaire syndical des enseignants du Sénégal estime également que le rapport de Human Rights Watch est une diversion et exige des excuses publiques de l'ONG à l'endroit des enseignants et du peuple sénégalais. Le QSEMS était en tournée à Mbour. Abdourahmane Diallo. Le cadre unitaire syndical des enseignants du Sénégal demande à l'ONG Human Rights Watch de présenter ses excuses aux enseignants et au peuple sénégalais suite à son rapport qui incrimine les enseignants. Nous n'accepterons pas d'être distraits parce qu'ils cherchent à nous distraire. Nous avons des préoccupations plus importantes. Cette question elle est importante, mais nous avons des préoccupations plus importantes. Et nous disons à Human Rights Watch, on ne peut pas avoir un pays où on a à peu près environ 2 millions d'élèves, 1400 environ de lycées et de collèges, et sur la base d'un échantillon de 8 lycées et 14 collèges, vouloir généraliser, nous disons c'est inacceptable. Le QSEMS, qui constate que le dernier protocole d'accord avec le gouvernement tarde toujours à être respecté, rappelle ses troupes afin de faire face à l'État. Nous avons également insisté sur le fait que nous devons rester vigilants, mobilisés pour amener le gouvernement à honorer ses engagements. Et la question de l'alignement, de l'indemnité du logement, qui est une question de justice sociale et d'équité, est au cœur des préoccupations des enseignants. Il en est de même des lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants, la question du prêt DMC et les échéances qui sont inscrites dans le protocole d'accord de 2018. En tournée dans le département de Mbour, le QSEMS compte monter des conseils syndicaux d'établissement dans chaque collège et lycée, mais aussi des conseillers syndicaux départementaux. Et puis cette grosse inquiétude chez les parents d'élèves du CEM, Momar Senwali de Rufisque, ces derniers craignent sa délocalisation avec le projet du train express régional qui a déjà charcuté une partie de l'établissement. L'association des parents d'élèves dit n'avoir pas encore reçu d'informations sur une éventuelle délocalisation de l'école. Les explications dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. C'est la désillusion totale chez les parents d'élèves du CEM Momar Senwali de Rufisque. À l'origine de ce dégrisement, le projet du train express régional qui ne cesse de grignoter cet établissement scolaire vieux de 50 ans. En assemblée générale, l'association des parents d'élèves veut être édifiée sur l'avenir de cette école. Avec le projet train express régional, nous avons constaté depuis le mois de février qu'il y a, je pourrais dire, un envahissement de l'école par ce projet. Déjà, ils nous ont amputé 10 mètres derrière. Et il y a quelques jours, ils sont venus encore dire qu'ils vont prendre 2 mètres. Et dans ces 2 mètres, il y a les toilettes, les sanitaires. Ce qui veut dire que nos enfants risquent même d'avoir des problèmes sanitaires. Une école qui ne cesse d'enregistrer d'excellents résultats et qui a accueilli d'imminentes personnalités selon les parents des potaches. Voilà un établissement qui a été fréquenté par d'éminentes personnalités dans ce pays. Je voudrais tout simplement citer comme exemple le général chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Cheikh Sen, maître Mbaye Gueye, bâtonnier de l'ordre des avocats, Saourou Sen, qui est syndicaliste que vous connaissez, Moundiaye Sissé et Pape Alé Niamé, un de vos confrères. Bon, cette année-ci, nous avions eu à avoir un pourcentage de 72% d'admis au BFM. Et je crois que c'est une moyenne qui est très respectable dans ce département, et même au plan national.
Au-delà de cette sortie, les parents ainsi que leurs fils n'excluent pas de mener d'autres actions allant dans le sens de ne pas délocaliser l'école Momar Senouali. Nous parlons de la campagne agricole à présent. Quelle solution pour le problème récurrent de la commercialisation? La question a fait l'objet d'un atelier ce matin à Kaolack. La contractualisation entre les différents acteurs, organisations paysannes, industrielles et acteurs bancaires pourrait contribuer à régler la question, estiment les intervenants. Les détails avec Ibrahima Diamé. Les responsables du ministère de l'Agriculture, toujours à la recherche de solutions pour résoudre la lancinante question de la commercialisation des produits agricoles, notamment de l'arachide. La méthode de la contractualisation entre les organisations paysannes, les industriels et les banques a été posée sur la table. Parce que l'objectif, disons, de la contractualisation, c'est de faciliter la commercialisation des produits agricoles. Vous savez très bien que notre pays connaît un boom dans le domaine de la production agricole, d'année en année. Et chaque année, le problème qui revient, c'est le problème de la commercialisation. Ne serait-ce que pour l'arachide, vous avez tous été témoins des problèmes de commercialisation chaque année. Je pense que les acteurs ont compris que c'est à eux de s'organiser d'abord, puisque c'est une affaire, disons, d'acteurs privés. C'est à eux de s'organiser d'abord et l'État viendra. Cette formule est saluée par tous les acteurs présents à l'atelier, mais selon la représentante des organisations paysannes, Ndjoukmbaye, tant que la question des financements des banques n'est pas réglée à temps, le problème restera toujours entier. On dit qu'on va signer des contrats avec les industriels et les organisations de producteurs. Oui, c'est bien, mais il faut aussi que l'argent qui est l'honneur de la guerre soit sur la table. Tant que ce problème de finance n'est pas réglé, il y aura toujours des problèmes. Vous avez vu la campagne précédente. Nous avons rencontré d'énormes problèmes. De toute façon, le ministre délégué en charge de l'accompagnement et du suivi de la mutualisation des paysans dit être optimiste, avec surtout la présence des acteurs du secteur bancaire qui ont pris part à la rencontre. Une incursion à présent dans la vie sociale au Sénégal. Le phénomène des disputes entre coépouses se termine souvent très mal et c'est devenu très fréquent ces derniers moments. À Saint-Louis, des populations déplorent ce manque de tolérance entre coépouses et certains en appellent à un retour à la tradition. Au reportage signé nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Ce sont presque pour les mêmes histoires que les coépouses se chamaillent, le plus souvent à la suite d'une discussion houleuse ou d'une dispute. Elles se bagarrent, parfois même elles franchissent le Rubicon en se versant de l'eau chaude ou de l'huile sur le corps. Parfois, mort d'homme s'ensuit. C'est cette relation tendue qu'on note en général chez les coépouses au Sénégal. Un phénomène décrié par Moussa Diop. Il est polygame, mais cela ne s'est jamais produit dans son foyer, qu'il gère de main de maître. C'est un phénomène qui a fait le tour du monde et c'est pas bon pour l'image du Sénégal. Les coépouses doivent vivre ensemble dans la paix et la sérénité. Vraiment, ces actes doivent être bannis dans notre société. Mais quel est alors le problème qui mine les relations entre les coépouses au point qu'elles commettent souvent l'irréparable? Les femmes ont tout changé maintenant. C'est la haine totale entre coépouses. À notre époque, on ne connaissait vraiment pas ça. Au Sénégal, la majeure partie des Sénégalais sont monogames. Pour éviter les conflits au sein de la famille, beaucoup préfèrent être en deux. Quoi qu'il en soit, les femmes doivent être davantage sensibilisées pour une meilleure cohabitation entre coépouses. Les femmes ne sont plus sensibilisées pour qu'elles puissent adopter les bons comportements vis-à-vis de leur coépouse. Auparavant, les relations entre 2, 3 ou 4 femmes d'un même mari étaient excellentes parce que le mariage avait une valeur. Aujourd'hui, les femmes se rivalisent et c'est la haine dans nos foyers. Auparavant, quand une femme s'apprêtait à quitter la maison familiale pour rejoindre celle conjugale, tout le monde se réunissait autour d'elle. Selon certaines personnes rencontrées, les relations tendues entre coépouses sont souvent du fait des maris qui gèrent mal leur foyer. Parfois également, la jalousie est au banc des accusés, comme en témoignent ces Saint-Louisiens rencontrés. C'est une question de prise en charge.
C'est une question de crise. C'est une question d'éducation, c'est une question de culture, c'est une question de morale. C'est surtout un problème de reprise de conscience. Que les gens sachent qu'on est dans un monde civilisé et que si chacun joue sa partition au sein de la famille, d'abord recadrer la cellule familiale et je crois que tout partira de là. Au Sénégal, la majeure partie des Sénégalais sont monogames. Pour éviter les conflits au sein de la famille, beaucoup préfèrent être en deux. Quoi qu'il en soit, les femmes doivent être davantage sensibilisées pour une meilleure cohabitation entre coépouses. Et puis Samba Sine, alias Kouthia, annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2019. Le président du mouvement Farak sénégalais s'en est ouvert à la presse. C'était cet après-midi. Compte rendu signé Cheikh Diop et Youssou Baro. À quelques mois de l'élection présidentielle, Samba Sine a déclaré sa candidature. Un changement du pays, son objectif. Je déclare ma candidature. Président Macky Sall, je vous demande de bien garder les clés. Les clés, Tchari, il faut bien les garder. Tu vas me le donner le 24 février, Inch'Allah, à 18h. À partir de ce lundi, le président du mouvement Farak sénégalais compte sillonner les 14 régions du pays et la diaspora pour sa campagne. Et je serai avec les taximans, les mécaniciens, les maçons, les braves femmes. Il ne veut plus entendre le nom de Kouthia. Désormais, c'est Samba Sine. Quelques soucis avec l'élément, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. De retour, les frères Touré Kunda sortent son nouvel album Lambigolo, le titre Ode à la musique. La présentation a eu lieu ce matin, compte rendu signé Aïssatou Paye et Mohamed Dia. ngeen ñu béykat yeeg sàmmkat nappakat jaaykat jàngalekat rabakat rëbëkat yeeg nguur loolu lay njëriñ dimbali ñëpp. Ils n'ont pu s'empêcher de parler de politique. Les frères Touré Kunda, toujours dans l'arène musicale, Lambigolo, titre de leur dernier album. Golo porte son sens parce qu'il est devenu un peu la façon d'interpeller les populations sénégalaises qui sont toujours en train de perdre leur temps dans des palabres et des détails. Et quand on écoute les slogans politiques ici, on est triste. On est triste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect. La vulgarité dépasse son entendement et à un moment donné, tu te dis, moi je ne me reconnais pas dans ce qu'ils disent. Il porte son sens parce qu'il est devenu un peu la façon d'interpeller les populations sénégalaises qui sont toujours en train de perdre leur temps dans des palabres et des détails. Et quand on écoute les slogans politiques ici, on est triste. On est triste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect. La vulgarité dépasse son entendement et à un moment donné, tu te dis, moi je ne me reconnais pas dans ce qu'ils disent. La musique, leur passion. Après 40 ans de carrière, ils ne regrettent absolument rien et gardent la pêche de leurs 20 ans. 7 ans, 8 ans, on a pris le temps de le faire pour faire plaisir à nous et à vous aussi. Donc c'est notre itinéraire. Mais... Un métier qu'on a choisi, heureusement qu'on n'a pas suivi ce que nos papas nous ont conseillé et qu'au bout de 40 ans, on s'aperçoit qu'on ne s'est pas trompé. Et je vous garantis que dans encore 10 ans, on a de la matière. Une tournée sénégalaise de Dakar à Saint-Louis. Lambigolo va en faire danser plus d'un. Les frères Touré Kunda sont dans la place. Plus 40 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des stades Léopold Sédar Senghor et autres. L'État du Sénégal et la République populaire de Chine ont paraphé une convention dans les locaux du ministère des Sports. Les stades Eliman El Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Alioune Sitoé Diatta de Ziguinchor et Léopold Sédar Senghor de Dakar seront totalement rénovés. Compte rendu de cette séance signé Mamadou Fall et Amadou Ba.
Le Sénégal et la Chine se donnent la main pour la matérialisation d'infrastructures sportives, une signature de convention entre ces deux pays pour la réfection de 4 stades. Le président, sa vision est une vision très claire qui a été reconnue par le niveau international, d'où l'attribution des Jeux olympiques de la jeunesse, parce que c'est basé sur sa vision en matière d'infrastructures sportives. Aujourd'hui, nous en rajoutons avec cette convention qui apportera une bouffée d'oxygène à certaines régions comme Kaolack, Diourbel et Ziguinchor, mais aussi Dakar et le niveau national, parce que nous disposerons sous peu de plusieurs stades fonctionnels et cela participera en tout cas au développement de notre sport et ça permettra aussi au Sénégal de se positionner. Une signature de convention programmée lors de la visite du président chinois au Sénégal. Pendant la visite du président M. Xi Jinping, le gouvernement chinois a annoncé de renouveler les 4 stades. Et aujourd'hui, on signe ce procès-verbal, ça signifie que le projet est démarré. Donc, comme je suis tout d'accord avec le ministre, donc le projet, les travaux commencera l'année prochaine, dans un délai le plus court que possible. 4 stades pour un développement sportif durable nécessitent des moyens. Une quarantaine de milliards est dégagée pour la réalisation de ces infrastructures. C'est 40 milliards de francs CFA. Donc ça, ce n'est pas une petite chose. Ça permettra à Kaolack de disposer d'un bon stade, à Diourbel, à l'Institut Diatta sera amélioré et le stade de Léopold Senghor aussi sera complètement transformé parce que ce n'est pas qu'une question de réhabilitation, c'est une transformation en fait de ce qu'on a au niveau de Léopold Senghor. Les travaux vont démarrer en juin 2019 selon le ministre des Sports, puisque tout le travail technique a été déjà fait. Merci à vous, Modou Fall. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.